Oui, le micro fonctionne, merci. Allez. Ah oui, c'est vrai que le protocole, c'était moi qui souhaitais la bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Lionel Torres, directeur de l'école. Moi, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette table ronde. Ça rentre effectivement dans les conférences donc, de l'IESF, les journées nationales de l'ingénieur. Tu en diras deux mots par la suite. Hein, même trois si tu veux. Voilà, donc remercier essentiellement bien les intervenants. Donc merci à vous d'être présents pour cette table ronde. Donc c'est vrai qu'on était parti initialement sur une conférence et puis on s'est rendu compte que le sujet avait de plus en plus d'intérêt. On a décidé de passer effectivement sous format de table ronde, de telle manière à mettre une forme d'animation et puis peut-être aussi de l'interactivité parce que ce qui va être intéressant, c'est aussi les échanges qu'on va avoir. Et donc, écoutez, merci à vous, merci à tous ceux et celles qui sont présents. Et je vous souhaite des bons débats. Notre animateur sera Jean-Louis Battini. Et Jean-Louis est donc professeur ici même dans le domaine matériaux et aussi chargé de mission, donc développement durable et responsabilité sociétale, avec effectivement donc, un certain nombre de collègues qui l'accompagnent, dont Philippe Appé notamment. Je pense qu'il y a Pascal Finogliou, je ne sais pas s'il est là, mais il y a un certain nombre de collègues qui seront présents. Voilà, donc très bonne soirée, et puis à tout à l'heure. Merci Lionel. Donc, comme tu as souhaité la bienvenue, je vais juste me permettre de rajouter la bienvenue à ceux qui sont connectés, puisque je crois, si les derniers chiffres que j'ai eus sont bons, il doit y avoir 65-70 personnes supplémentaires qui sont en ligne avec nous, dont certains avec les collègues d'IESF Occitanie-Toulouse. Alors, juste un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, sur l'IESF, ingénieur et scientifique de France, Occitanie-Méditerranée. Notre association, loi 1901, reconnue d'utilité publique, fédère l'ensemble des ingénieurs et scientifiques de France, donc à peu près 1 200 000 ingénieurs en France. Et sur Toulouse, donc je suis Daniel Guillermin, je suis le président de l'IESF régional. Notre mission, au-delà de représenter les ingénieurs face aux administrations, aux collectivités, aux élus, mais c'est aussi et surtout de faire la promotion de nos métiers d'ingénieurs et scientifiques, principalement auprès des jeunes. Je suis vraiment très content ce soir de voir qu'il y a une majorité de jeunes avec nous. Cette promotion de nos métiers, on l'a fait de plusieurs façons, puisque nous avons des conventions avec le rectorat qui nous permet d'intervenir dans les collèges et les lycées, une convention avec l'université qui nous permet aussi d'intervenir dans des masters ou dans certaines écoles, et également au travers de la JNI, Lionel vous l'a dit tout à l'heure, donc Journée nationale de l'ingénieur. Vous irez sur le site IESF national et vous verrez qu'il y a plus de 140 manifestations labellisées, dont 3 en Occitanie, et notamment la table ronde de ce soir. Table ronde qui a une particularité très importante. C'est une JNI, c'est l'IESF, mais c'est une co-organisation. Vous le voyez d'ailleurs sur l'affiche, Université de Montpellier, Polytech bien sûr, et l'Institut Agro de Montpellier. Donc je remercie toutes les équipes, Anne Coudrin qui a été la cheville ouvrière pour l'IESF de cette manifestation, complétera les remerciements, mais toutes les équipes de Polytech, de l'Institut Agro qui ont œuvré au succès de cette soirée, je les remercie par avance. Nous savons toutes et tous que ce thème était largement partagé par tous les partenaires et intéresse et interroge de plus en plus les jeunes face aux défis climatiques, énergétiques, sociétaux qui sont devant nous. Comment faire, comment se positionner en termes de futurs ingénieurs et d'acteurs économiques de premier plan dans notre société. L'avenir, c'est vous, c'est demain. Et pour répondre à ces questions, je vais laisser la parole à Jean-Louis Bantigny, donc, que vous a présenté Lionel Torres, qui va être l'animateur de cette soirée et qui va vous présenter notre équipe d'intervenants. Merci pour cette introduction. Écoutez, je suis très heureux de voir que cet amphithéâtre il est bien rempli pour traiter cette question d'Elotech. Et l'Elotech, c'est un sujet qui est éminemment important
pour des gens qui forment des jeunes pour être ingénieurs, pour une raison simple, c'est parce que notre formation, elle est basée sur la technologie. Et en particulier, l'Elotech, ça interroge la manière dont on forme les jeunes à part la technologie. Aujourd'hui, quand on prend la formation d'un jeune, on sait très bien que si on a bien fait notre travail, il va être mené à avoir un petit peu plus de responsabilité que la moyenne dans son métier. Et par ailleurs, s'il y a bien une chose qui ne fait plus débat, c'est qu'on a des enjeux environnementaux qui sont colossaux. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité ou encore l'épuisement des ressources. Et pourtant, la manière dont on forme nos ingénieurs, elle est profondément interrogée. Si je prends quelques exemples que j'ai trouvés en essayant de faire une petite synthèse, finalement, on nous dit nos ingénieurs, ils sont trop spécialisés. Ils sont capables de pouvoir trouver des solutions, mais c'est souvent des solutions dont on dit qu'elles sont dans le prolongement de leur formation. On dit aussi que nos ingénieurs, ils ne sont pas très enclins à être amènes à prendre en compte les conséquences de leur activité sur la nature. Et encore, en plus, on nous dit finalement, ils ne sont peut-être pas très bien formés pour penser une société qui ne soit pas dans le prolongement de l'existant. Donc ça, c'est important parce que ça nous amène, on a une responsabilité éminemment importante qui est celui de la formation de ces jeunes pour qu'ils puissent rendre le service le plus significatif possible pour tous. Et donc, dans ce cadre-là, je suis très heureux qu'on puisse avoir cette table ronde. Et maintenant, je voudrais vous présenter succinctement nos panélistes. Et ensuite, je vais leur donner la parole. Donc, on a des panélistes avec monsieur Benjamin Pillot, qui est chercheur à l'IRD en modélisation des systèmes socio-énergétiques. Benjamin Clouet, alors il est développeur de solutions low-tech. Il a créé une SCOP, alors c'est une société coopérative et participative qui s'appelle EcoSec. Jean Chéry, il est géophysicien, chercheur au CNRS, et il a écrit un livre qui s'appelle Le monde d'énoncé. Et puis Philippe Papet est professeur au département matériaux et s'est investi depuis des années sur le déploiement d'un enseignement autour de l'éco-conception et de la durabilité des matériaux. Nous aurons aussi Alain Broman qui va nous rejoindre, qui est chercheur à l'IRD et qui est écologue spécialiste des sols. Alors, tout d'abord, au-delà de cette présentation très succincte, je vais demander à nos panélistes de nous dire quelques mots finalement pour dire comment ils ont été amenés à s'intéresser au low-tech dans le cadre de leur parcours professionnel. Peut-être Benjamin, tu peux commencer ? Hop, merci. Bonjour à tous. Alors l'IRD, peut-être juste préciser que c'est l'Institut de recherche pour le développement. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un petit peu comme le CNRS, mais c'est tourné vers le sud. Alors le sud, l'hémisphère sud dans sa globalité. Nous, on fait de la science appliquée et en collaboration avec les populations des pays de l'hémisphère sud, plus communément appelés les pays en développement. Alors moi, je suis arrivé au low-tech très récemment. En réalité, on avait répondu avec un collègue du CNRS d'ailleurs à un appel à projet de la MITI du CNRS sur la science frugale. Donc là, c'était vraiment les low-tech appliqués dans le monde de la recherche, puisque la recherche est un petit peu schizophrène également dans sa propre application, puisqu'on cherche des solutions, moi plutôt particulièrement sur les systèmes socio-énergétiques, mais dans un cadre de durabilité. Et malgré ça, nos propres méthodes ne sont pas forcément durables. Donc du coup, c'était vraiment un appel low-tech là-dessus. Et puis ensuite, on a poursuivi. Donc là, c'était vraiment côté recherche. Puis dans un deuxième temps, on a poursuivi sur tout ce qui est plus implication dans la société civile, à savoir qu'on travaille sur la boulangerie solaire. Donc ça, c'est vraiment l'application solaire thermique concentration pour produire du pain. Et ça, c'est à La Réunion, en l'occurrence, mais on travaille aussi en métropole. Voilà, je pense que c'est bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Benjamin Clouet. Juste pour le parcours, alors j'ai eu 10 ans d'expatriation dans les pays en voie de développement. Et en fait, c'est là que, enfin moi, personnellement, j'ai vraiment découvert tout un monde de... On peut appeler ça bricole, système D, comme on veut, mais je les ai trouvés extrêmement... Enfin, moi, j'ai eu un flash de... C'est eux les plus écolos de très loin.
Et de retour, ce questionnement sur est-ce qu'on a besoin en fait de tout ce qui nous entoure. Et on a ouvert, alors nous, la Scope EcoSec, elle s'est ouverte sur le constat qu'il y avait des toilettes sèches dans les sites isolés et dans les festivals. Et comment on arrivait à amener ça dans l'urbain et de réfléchir à mettre des toilettes sèches en zone urbaine. Et donc ça fait 9 ans maintenant, on a défriché du coup sur l'ensemble de la filière et un projet en amenant d'autres. Voilà, on s'est développé sur ces choses-là. Derrière, on a monté un tiers-lieu avec des collègues qui est Macondo à l'ouest de Montpellier, où là maintenant on est 5 entités et il y a les aspects faire du chaud low-tech, faire du froid low-tech, on a de la formation de jeunes en insertion, on a des tiny house low-tech et du coup tout a émergé et c'est comme si le low-tech lab, quand on l'a découvert, en fait avait mis sur papier l'ensemble des choses qu'on avait développées. Voilà comment j'y suis arrivé en tout cas. Bien, merci. Donc moi je suis Jean Chéry, donc je travaille au laboratoire Géosciences là, qui est au bâtiment 22. Donc durant toute ma carrière en fait j'ai fait du high-tech en géophysique pour étudier les séismes, pour faire diverses choses. Et en 2016, en fait, j'ai eu un projet de recherche en collaboration avec Total. Et en fait, c'était pour exploiter le gaz de schiste en Argentine. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas parce que c'est un truc que j'aime pas du tout. Et en fait, je le fais sur un plan professionnel. Donc, en 2017, j'ai commencé à me dire, je vais essayer de faire de l'énergie autrement. Donc, hors thème de recherche du labo. Et progressivement, j'en suis venu à me dire, de toute façon, pour faire de l'énergie partageable pour tous, ce sera forcément du low-tech. Et donc je suis venu au low-tech pour essayer d'imaginer des besoins énergétiques, disons, frugaux, partageables. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en suis venu au solaire thermique. Donc on est tous les trois ici forcément intéressés par le solaire thermique, qui est un moyen qui est très très peu développé pour faire de l'énergie. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Alors, Philippe Papé, donc moi je suis professeur, donc universitaire. Alors j'ai 2 casquettes, l'enseignement et la recherche. Alors en recherche, je rejoins un peu ce qu'a dit Jean Chéry, c'est-à-dire que je fais de la recherche sur les matériaux. Bien évidemment, c'est plutôt du high-tech, donc on utilise des équipements qui sont toujours à la pointe de ce que l'on peut faire. Et donc tout ça, c'est sans se poser vraiment de questions. Et donc sur cet aspect recherche, il m'est arrivé dernièrement, là, donc je suis quand même plus près de ma fin de carrière que du début, d'être approché par une jeune start-up qui s'intéressait à relocaliser en France, en tout cas, des matériaux d'intérêt stratégique, qui sont des matériaux piézoélectriques. Et bien évidemment, ils ne savaient pas les faire, donc c'était tout le savoir-faire était parti. C'est quelque chose que moi je connaissais parce que j'avais fait ça au début de ma carrière quand j'étais chez Saint-Gobain. Et on a eu beaucoup de discussions, ça a 3 ans, pas plus, beaucoup de discussions parce qu'ils partaient, sans savoir faire les matériaux, ils partaient sur des solutions 3D, etc. Enfin, voilà. Donc moi je leur ai dit non, on va faire ça comme on le faisait à l'ancienne, c'est-à-dire on va faire des matériaux comme on le faisait dans les années 60-70, avec des techniques robustes, simples, pas coûteuses. Et ça marche très bien. Donc pour l'instant, ils ont accepté. On est en train de commercialiser ce genre de céramique et elles se font exactement comme elles ont été faites depuis très longtemps et ça va très bien, quoi. Donc je ne suis pas contre la 3D, mais je pense que la 3D ne se justifie pas. Voilà, il y a eu une réflexion là-dessus. Et du côté enseignant, donc là par contre c'est plus ancien, je fais partie avec Jean-Louis, Pascal, enfin un certain nombre de personnes ici, de gens qui ont commencé à se poser des questions sur la formation, comment est-ce qu'on formait les ingénieurs et quelles étaient éventuellement les choses qu'on devait leur apporter pour commencer à prendre conscience de tous ces enjeux et pas forcément la low-tech uniquement, plein de choses. Voilà. Merci. Alors, pour qu'il y ait le maximum de participation, ce qu'on vous propose, c'est qu'à chaque fois qu'on a fini de développer un thème, répondre à une question, vous pouvez poser des questions, et en particulier, peut-être pour nos jeunes en particulier, vous avez des questions sur le parcours de ces chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, qui ont choisi à un moment donné de faire ce pas de côté pour aller vers le low-tech. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors c'est en effet le premier thème qu'on voulait évoquer. Alors en effet, mais la question elle est excellente.
si vous prenez la définition d'un système low-tech, alors le problème du low-tech, c'est que c'est un concept aujourd'hui qui est encore assez mouvant. On trouve un certain nombre de définitions, celles qui interrogent le système, donc très globale, très inclusive. Et puis il y a quand même il y a une définition qui est un peu plus pragmatique, qui dit globalement un système, un produit, un système, des savoir-faire low-tech, voire des modes de vie low-tech, qui doivent être faits suivant 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'utilité. C'est-à-dire on interroge le besoin du produit. Le deuxième, c'est la durabilité. On interroge le fait qu'on doit préserver la ressource. Et le troisième, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on doit interroger le fait qu'il puisse être accessible financièrement, mais aussi accessible pour pouvoir être réparable par les individus. C'est l'appropriation. Et finalement, cette définition-là, est-ce qu'elle est vraiment la définition d'un produit low-tech? Un ingénieur a vocation, quand il fait de l'innovation, si c'est de l'innovation sous contrainte environnementale, eh bien cette innovation sous contrainte environnementale, elle peut être amenée à faire un produit qui va être durable. Évidemment, il doit être utile, hein, sinon c'est dans son cahier des charges techniques et fonctionnelles. Et peut-être que c'est le point de l'accessibilité qui peut être discuté. Mais cette question, elle pose en effet de la compatibilité entre low-tech et high-tech, et en particulier, est-ce qu'il est pertinent de définir un système low-tech comme étant un système qui n'est pas high-tech? Et en fait, la question que j'ai envie de poser à nos panélistes, c'est en fait de savoir si, selon vous, dans le cadre de votre activité, est-ce que les low-tech ont été complémentaires des high-tech? Est-ce que quelqu'un a envie de dire un mot là-dessus? Et en effet, on peut la compléter, c'est est-ce qu'une société low-tech peut se développer indépendamment de techniques high-tech? Oui. D'accord, oui. Ok, je vais essayer de m'en. D'accord. Il faut que je répète la question ou pas? Je peux répéter la question. Parfait. D'accord. Ok. Alors donc la question, c'est l'interrogation du fait que est-il pertinent de définir un système low-tech comme étant un système qui n'est pas high-tech? D'accord. Ça c'est la question. Et en particulier, la question qu'on va poser à nos panélistes, c'est de savoir si, dans le cadre de leur activité professionnelle, le low-tech est-il compatible avec le high-tech? Est-ce que vous utilisez du high-tech au service du développement de votre démarche low-tech? Excellente question. J'ai participé à un atelier low cost à l'Ifremer à Brest en septembre. Et en fait, c'est parce qu'on a développé avec, après cet appel à projet sur la science frugale, avec mon collègue qui est donc à La Réunion, qui appartient au CNRS, on a développé toute une réflexion autour de la low-tech, de grands axes, comment nous on la définissait. On a participé au webinaire de l'ADEME qui a ensuite sorti un rapport sur la low-tech assez récemment. Donc c'est encore effectivement un concept assez mouvant. Mais nous, on avait cette approche en fait, la low-tech, c'est très relatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de plus low-tech qu'autre chose. Typiquement, on peut prendre l'idée des transports. Le train, c'est toujours plus low-tech que l'avion, mais le vélo, c'est toujours plus low-tech que le train. Et marcher à pied, c'est toujours plus low-tech que le vélo. Donc, je pense que déjà, moi, personnellement, je me reconnais dans cette définition-là parce que je pense que c'est quand même déjà une première approche, ce qui fait qu'effectivement, opposer nécessairement low-tech et high-tech, c'est aussi considérer que le terme low dans le low-tech serait l'antagoniste de high, et je ne suis pas persuadé en fait que la définition du mot englobe ce concept-là. Je pense que vraiment, moi, dans ma recherche, j'ai vraiment une notion de recherche durable, soit sur mon mathématique de recherche, c'est-à-dire que je travaille sur des solutions plus durables, notamment pour les systèmes énergétiques ou socio-énergétiques, dans les pays d'Afrique de l'Ouest notamment, mais aussi pour la recherche elle-même, comment elle se pratique, comment on fait pour avoir une démarche plus durable. Ça commence déjà par des choses très simples. Nous, on est dans un institut où on a énormément de partenaires au sud. Ça demande donc de se poser la question de comment on se déplace, puisque si on se déplace en avion, on émet beaucoup de carbone. Donc, comment on fait pour être
plus durable dans ce sens-là, bah, typiquement, on essaye de mutualiser, on essaye de se déplacer moins souvent, mais plus longtemps, etc. Et donc, toutes ces solutions, elles sont jamais low-tech dans un sens où, en fait, on considérait que le low-tech, c'est juste un matériau très simple ou un concept très simple ou un process très simple. Non, en fait, on a une approche qui est forcément relativement meilleure qu'une autre ou plus vertueuse qu'une autre, je dirais. Et donc, à partir de là, moi, je ne les opposerai pas. Et dans un deuxième temps, juste pour terminer, on avait aussi, mon collègue avait un projet de recherche où il combinait en fait high-tech et low-tech. C'est-à-dire qu'à partir d'un instrument de mesure high-tech, on calibrait un instrument de mesure low-tech, donc qui fonctionnait de manière beaucoup plus simple, mais qui était calibré sur l'instrument high-tech et qui ensuite permettait de le répéter finalement. C'est-à-dire qu'on avait un instrument high-tech et puis on en avait 200 low-tech qu'on pouvait emmener sur le terrain, qui consommait beaucoup moins de ressources, qui était beaucoup plus vertueux, beaucoup à bas coût évidemment, et qui permettait finalement d'aller récupérer de la mesure parce qu'ils avaient été calibrés avec cet instrument high-tech. On avait une mesure un petit peu plus, enfin on va dire qualitativement un peu plus faible, mais qui était quand même tout à fait correcte. Et donc là aussi, on avait une combinaison, hein, c'est une possibilité aussi, hein, de combiner high-tech, low-tech par rapport à ce qu'on cherche à faire dans la recherche ou dans n'importe quel autre domaine. Peut-être juste pour l'anecdote, nous on est très dépendant des modes. Vu qu'on est sur le financement public, en général sur de la commande publique, sur des toilettes qui sont en centre-ville ou d'autres. Et en fait, il y a 5 ans, il y avait la Smart City. Et c'était dur, mais on devait jouer le jeu et il fallait leur donner des capteurs, du data. Et c'est ça qui allait permettre. Mais nous, c'était du bullshit complet. Et pareil, à BPI, quand on va à BPI leur demander une subvention pendant 5 ans, aujourd'hui, on l'assume parce qu'on est 10, que la boîte, elle tourne et qu'on est droit dans nos bottes à l'assumer. Mais à l'époque, on devait mentir. On leur a menti, mais pendant des années, à leur dire oui, on va ouvrir un brevet, ça va être la star, on va être la licorne, vous inquiétez pas, truc. Et on le faisait pas en fait, parce qu'avec 25 000 € de dépôt de brevet. Mais du coup, nous, on était dépendants de ces modes. J'espère que le low-tech, ça va être vendeur et que commercialement, je vais pouvoir vendre ce qu'on croit. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien les réflexions de Philippe Biwix là-dessus, où il dit en fait tout le monde a envie d'un IRM, on n'a pas envie d'aller chez le dentiste avec une pince multiprise, quoi. Donc est-ce qu'on arrive à juste analyser le besoin et à se mettre en société et à dire il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on arrête, quoi. Oui, merci. Ben oui, je pense qu'effectivement ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi je sais que quand j'ai commencé à déposer des projets low-tech sur l'énergie solaire, en fait, ces projets n'ont jamais été financés finalement, et alors que mes projets géophysiques l'ont été. Et donc, je me suis posé la question en me référant à des objets simples. Par exemple, un que j'aime bien évoquer, c'est la poêle. Donc, tout le monde a besoin d'une poêle. Et en fait, il y a 2 modèles. Il y a un modèle low-tech, qui est le modèle en fonte, qui est quasiment inusable, qu'on ne trouve jamais en fait chez Ikea. Et puis, il y a des modèles high-tech qui sont basés sur une évolution des poêles en téflon, composites, qui ont des durées de vie relativement faibles. Et je pense que la raison pour laquelle le high-tech a envahi notre vie, c'est qu'en fait, le modèle high-tech, par, disons, sa durée de vie plus courte et sa capacité à générer de la valeur ajoutée, c'est le modèle qui fait tourner au mieux le système économique. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a une inflation du high-tech. Et alors après, je pense qu'il est clair que pour des besoins qui sont très répandus dans la société, il faut faire du low-tech, même si la valeur ajoutée est faible et même si les entreprises n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent. Par contre, si on veut faire de la médecine, disons à très bon niveau, ou si on veut faire de l'astronomie, eh ben, effectivement, il faudra faire du high-tech. Mais pour tous les besoins de base de la population, je pense qu'il faudra passer au low-tech parce que les solutions high-tech ne sont pas soutenables sur le long terme. Oui, alors pour répondre peut-être à votre question, je pense que c'est complémentaire. Hein. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'isolation thermique des bâtiments, eh bien, il est clair qu'on peut avoir du high-tech avec des capteurs qui mesurent très finement la température pour ne pas injecter trop de calories. Et l'isolant, c'est du low-tech. Hein. Voilà, vous utilisez des matériaux, du chanvre, vous utilisez de la paille, enfin, voilà, des choses qui sont très simples. Donc ça peut être complémentaire. En fait, ce que vous dites là est couramment évoqué.
souvent les gens disent plutôt que de parler que de low-tech ou que de high-tech, il faut parler de slower tech. Vous étiez typiquement dans cette logique-là. Et puis, ce que vous évoquez sinon, c'est le techno-discernement. En effet, vous évoquiez donc Philippe Biwis, qui est un des grands penseurs français des low-tech. En effet, il a aussi un deuxième exemple qu'il évoque souvent, c'est celui de la roulette pour le dentiste. Il dit loin de moi l'idée qu'il faut retourner à la roulette que j'ai connue quand j'étais petit, qui tournait à une vitesse bien moins importante que celle d'aujourd'hui et qui faisait vraiment beaucoup plus mal. Donc, de ce point de vue-là, en effet, il y a la question de savoir ce qu'on garde et peut-être ce qu'on abandonne. Hein. Donc maintenant, vous avez donc la parole. Vous voulez peut-être compléter votre question? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet aspect low-tech, high-tech? Oui, pardon. Oui. Je vais apporter le micro pour que les gens qui sont en visio puissent. Oui, bonjour à tous. Ma question, elle est simple. C'est du coup, on parle de low-tech et de high-tech. Est-ce que, comme on est en France, est-ce qu'il y a d'autres termes sans utiliser d'anglicisme, peut-être, qui peuvent fonctionner également, qui traduisent la même idée, ou vraiment le terme de low-tech reste indispensable selon vous? Je pense notamment à la sobriété, par exemple, peut-être. Pour l'instant, quand on dit basse technologie, les gens ne comprennent pas, on est obligé de dire, en fait, je dis low-tech, et là, c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est le... Après, sauf ceux qui connaissent un peu le domaine, mais basse technologie, ça parle vraiment à personne pour l'instant. Et le fait que les médias, ça devienne à la mode sous le terme low-tech, c'est encore plus compliqué, quoi. On n'a pas d'appropriation encore là-dessus. Et je pense aussi que, c'est toujours pareil, hein, la sémantique, elle dépend vraiment de l'image qu'on en a. Et ce que dit Benjamin est particulièrement pertinent, parce que moi, à chaque fois que je vois des articles low-tech sur un média mainstream type Le Monde, en fait, on parle de bricolage. Et du coup, forcément, l'idée qu'en ont les gens n'est pas forcément celle que l'on peut mettre derrière, ou que chacun peut mettre derrière, parce que je pense qu'il y a autant de définitions que de gens qui travaillent dans la low-tech. Parce que déjà ici, je pense que sur ce panel, je pense qu'on a tous des définitions sans doute un peu différentes. Donc je pense que c'est aussi l'image qu'on en a, et la question, c'est peut-être aussi de supplanter cette image qui, pour le moment, est en fait assez ignorée de la part des médias, et donc forcément, ils nous en donnent une image, en tout cas moi je trouve, qui est un petit peu caricaturale parfois, quoi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les wild tech, les slow tech, les green tech. Il y a tout un tas après de subtilités de gens qui ont introduit, connectés à ce domaine, un certain nombre de subtilités en fonction des penseurs et parfois aussi de leur radicalité. Moi, ça marche, oui. J'avais une question, c'est comment faire en sorte que les gens aient envie d'avoir des low-tech plutôt que des high-tech. Par exemple, leur dire plutôt que de rouler en gros SUV, rouler en vélo. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui affichent un niveau de vie qui fait envier beaucoup de personnes basé sur plein de technologies très grosses. Alors du coup, je voulais savoir comment faire en sorte que ça aille un peu dans l'autre sens. Bon, moi, je peux commencer à répondre, mais il m'a semblé que moi, j'ai pivoté parce que je me suis dit, à un moment donné, ce que je fais, c'est pas bien. Donc, il y a un aspect moral, je pense, qui est derrière. Et je crois que c'est quelque chose dont on ne parle plus parce que ça a disparu des considérations à l'université, quoi. Mais bon, c'est... Je sais pas, je ne sais plus qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est un truc obsolète qui avant était véhiculé par la religion, qui a disparu en fait dans la société industrielle, parce qu'en fait on se dit voilà, ce qu'il faut faire, Adam Smith, c'est accroître la richesse des nations, donc tout est bon pour faire ça. Et en fait j'ai l'impression que, pour répondre à ta question, on commence à se dire qu'il faut pivoter parce que tu te dis ah ouais, j'ai un gros SUV, en fait c'est pas bien. Et c'est aussi simple que ça, mais je pense que c'est une démarche qui est forcément personnelle au départ. Enfin bon, c'est mon avis.
Ouais, moi, je trouve que les low-tech, c'est un angle très. C'est une pièce du puzzle. Mais si on veut voir, pour moi, le récit, il est sur un truc culturel beaucoup plus profond, de réflexion, de changement de société, notamment sur la propriété. Il y a un vrai truc et de passer à l'usage, de savoir, de mutualiser les outils, de mutualiser du savoir-faire, en fait. Et puis derrière, enfin. Je sais pas, comme exemple, moi quand j'étais petit, tout le monde voulait des Air Max. Si on m'avait dit dans 10 ans, ceux qui sont le plus à la mode, c'est avec des Vega en plastique recyclé, je leur aurais peut-être. Il y a tout un truc de mode qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais du coup, moi j'avais des parents 68 arts j'entendais des récits de communauté avant, mais c'était complètement ringard après, à mon époque, où c'était beaucoup plus sur l'individualisme, en tout cas dans le milieu que j'étais. Et là, ça revient complètement à la mode. Je trouve qu'il y a peut-être des cycles comme ça. Et c'est pas les low-tech pour moi, c'est pas les low-tech qui sont sexy, c'est le récit qu'on va faire autour de vie, de société, et c'est ça qui va attirer les low-tech. Mais juste de voir ça sous l'angle technique, le changement de société, il sera pas là pour moi. Juste de se dire en tant que scientifique, je consomme moins de carbone, moins d'élec, donc et puis je peux le réparer, donc c'est. Ouais, je suis d'accord encore avec Benjamin et Jean. Nous, avec la boulangerie solaire à La Réunion, là, il y a vraiment cette question-là, parce qu'en fait, c'est une question de recherche et tu poses la bonne question, en fait. Hein, c'est quel paradigme, finalement, socioculturel pour pouvoir intégrer un outil, parce que l'outil, il est technique. Et là, Benjamin a totalement raison. L'outil, si on ne se penche que sur l'outil, on a tout raté. En fait, on va pas changer les choses. On peut changer l'outil. Les gens vont sans doute pas se l'approprier. En tout cas, tu vois, si tu donnes le vélo à des gens qui aujourd'hui conduisent un SUV, s'il n'y a pas quelque chose à côté ou quelque chose qui englobe en fait finalement toute cette conscience et cette prise de conscience, qu'elle soit morale ou autre, hein, d'ailleurs, ces gens-là ils vont pas changer. Ça c'est évident. Donc du coup, nous, c'est vrai que là, pour la boulangerie solaire à La Réunion, il y a vraiment cette question de comment on intègre l'outil dans son environnement. Et ça, c'est fondamental parce que ça pose plein de questions. Ça pose la question de la boulangerie solaire, c'est pas une substitution de la boulangerie classique. Déjà, premier point, et aujourd'hui, on est beaucoup trop dans la substitution. Et la low-tech, ce n'est pas une substitution à la high-tech. Justement, elle lui serait peut-être complémentaire ou clairement un récit différent ou un paradigme différent. Et là, c'est la même chose. Nous, on amène une boulangerie solaire. Déjà, elle va fonctionner différemment, dû à la variabilité du soleil. Du coup, on va produire un pain différent, ce qui veut dire que le producteur va devoir s'adapter, mais le consommateur également. Parce que le consommateur, il ne va pas manger le même pain, il ne va pas manger le même pain au même moment. Donc ça demande tout un tas d'études poussées sur comment on fait pour adapter les uns et les autres dans un cadre culturel vraiment défini à l'outil en question. Et si on ne pense pas systémique, c'est vraiment ça, c'est le système dans sa globalité, le SUV restera le SUV et moi je roulerai en vélo. Oui, moi je voulais dire que j'ai une voiture et un vélo et que si je suis en retard aujourd'hui, c'est que j'ai pris l'un pour l'autre. Voilà. Et donc si j'avais pris le vélo, donc c'est aussi dans le récit, c'est aussi de savoir comment on se déplace en ville. Et je pense que quand le vélo sera plus hype que la voiture, ça se verra. Mais là-dessus, je crois qu'on a quand même quelques éléments. Je n'ai pas beaucoup d'espoir en ce moment, mais ça commence à venir. Oui, juste pour finir sur les SUV, hein, il y a 40 ans, les voitures pesaient moins d'une tonne à peu près. Hein, et les SUV maintenant sont plutôt autour de 2 tonnes. Pourquoi on en est arrivé là? C'est une question qu'il faut se poser. Et peut-être qu'on pourrait passer du SUV, pas directement au vélo, mais il pourrait y avoir des choses intermédiaires, ou revenir à la voiture plus légère, qui consomme beaucoup moins. Et voilà, il y a des choses qui peuvent se faire quand même. D'autres questions sur ce point? High-tech, low-tech? Oui. Bonsoir. Par rapport à ça, est-ce que se posent aussi des questions de pouvoir d'achat? Parce que depuis tout à l'heure, on prend l'exemple du SUV, mais on a aussi pris l'exemple par exemple des chaussures, les Veja. Je sais qu'elles coûtent un peu plus cher que la moyenne. On sait qu'aujourd'hui, c'est des problématiques qui nous concernent de plus en plus, en tout cas les Français. Est-ce que la low-tech, elle est nécessairement plus accessible? Ou se pose aussi la question de le rendre accessible et du coup induire des instruments financiers, étatiques
qui pourrait faciliter cette transition? Ou c'est qu'une prise de conscience d'après vous? Je peux commencer par donner mon expérience. En fait, je pense que c'est largement lié au fait que le low-tech est peu développé parce qu'en général, quand on veut le valoriser, on est obligé de se tourner vers une entreprise. Et donc, il y a un brevet. Et un brevet, en fait, c'est l'innovation, la nouveauté, l'inventivité et la possibilité de mettre le produit sur le marché, quoi. Et très souvent, le low-tech est tellement à côté de la plaque, quoi, je dirais, socialement, que c'est difficile de voir des entreprises qui vont s'y mettre. Et donc, je pense que très souvent, en fait, le low-tech, à mon avis, n'arrive pas à passer cette barrière économique parce que, en fait, le concepteur du low-tech voudrait que le produit coûte peu, voire soit dans le bien commun, et le système, lui, veut que le produit rapporte. Et donc, il y a une sorte de conflit entre un produit low-tech qu'on aime bien à cause de sa valeur d'usage et un produit high-tech, plus high-tech, qu'on va bien aimer parce qu'il va rapporter de l'argent. Donc, il y a un conflit qui est difficile à résoudre. Alors, juste pour l'exemple des toilettes sèches, nous, dans un bâtiment, quand on installe une toilette, c'est un truc quand même, mine de rien, il y a des engrenages, des choses, ça reste mécanique, mais ça coûte, avec l'ingénierie derrière, 4 000 € pour installer le trône. Et l'économie d'eau, elle est de 50 € par an, par personne. Donc, il y a zéro équation économique pour l'instant. Après, moi, il y a une phrase que j'aimais bien, qu'on a entendue ces derniers temps, c'était « quoi qu'il en coûte ». Et je trouve ça super intéressant de switcher le cerveau à se dire, en fait, quoi qu'il en coûte, les animaux, les poissons, ils arrêtent de changer de sexe dans les rivières. Quoi qu'il en coûte, je veux dire, il y a eu des trucs où il faut calculer aussi tous les coûts extra, quoi. Et donc sur les toilettes sèches, bah oui, ça vaut plus cher qu'une toilette abricot dépôt. Seulement, on a 200 villages qui sont alimentés par des camions citernes qui remplissent le château d'eau pour tirer des chasses d'eau 6 litres quand on fait pipi. Enfin, il y a un moment, ok, ça coûte cher, mais et combien ça va coûter si on continue, quoi. Et puis derrière, moi je reviens un peu sur la mode. Typiquement, là, on bosse sur des tiny house dans un terrain. Si on veut une maison avec quelques, je sais pas, 50, 60 mètres carrés, c'est vite 200 000 €. C'est des équations économiques, voire plus. Du coup, la tiny house, là, c'est 40 000 €. Un hectare à 20 km, 30 km de Montpellier, c'est 20, 30 000 €. Donc, on se retrouve avec une équation à 60, 70 000. On vit dans un hectare. Mais ça entraîne plein de choses. Je pense que tant que c'est pas, il y a le côté culturel, tant que c'est pas à la mode, appétant, l'équation économique, c'est pas elle qui est si importante, je pense. Ouais, alors, pour revenir à l'exemple de la boulangerie solaire, pour nous. En fait, on a écrit une tribune là, en janvier. D'ailleurs, on a essayé de la soumettre au Monde et à Libération pile au moment de la réforme des retraites. Donc, on s'est un peu fait bouler, quoi. Non, ce n'est pas le sujet en ce moment, effectivement. Du coup, elle a fini sur Mediapart. Mais le fait est que la réalité, c'est que la boulangerie solaire aujourd'hui, et d'ailleurs j'entendais des commentaires dans le village où je vis, de gens qui se posent la question de passer, même pas à la boulangerie thermique, mais à la boulangerie photovoltaïque, tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui, le four électrique, du fait de certains contrats évidemment particuliers, on a des boulangers qui sont complètement pressionnés par les coûts de l'énergie. Du coup, pour le coup, la boulangerie solaire, d'un coup, elle apparaît. Là, c'est assez intéressant. C'est exactement le levier inverse. C'est-à-dire que d'un coup, on a une solution qui paraissait peut-être un peu utopiste, un peu qu'est-ce qui nous embête, ces écolos, avec leur solution complètement sortie de leurs rêves. Bref. Et en fait, d'un coup, elle apparaît beaucoup plus réaliste, justement parce qu'elle devient plus accessible. Économiquement, d'un coup, on se rend compte que, attendez, finalement, la boulangerie classique, c'est plus soutenable pour le coup, c'est même pas durable, c'est plus soutenable parce que finalement économiquement ça marche plus et du coup la boulangerie solaire devient accessible. Donc c'est vrai que la question de l'accessibilité, c'est souvent aussi l'accessibilité économique qui tend à l'usage principalement. Donc pour moi c'est double en fait. Il y a vraiment, c'est pour ça que je parle souvent de systémique. Il y a sans doute une prise de conscience.
doit amener, mais il est évident que pour des populations dont les revenus sont très limités, ces questions-là, la question de l'accessibilité va prendre de plus en plus de poids. Parce que, évidemment, c'est comme la nourriture. Hein. Si je peux acheter du bio parce que j'ai les moyens de le faire, ou j'achète évidemment des produits ultra transformés parce qu'ils me coûtent moins cher. Donc je pense que les deux sont vraiment fondamentaux dans l'équation finale, quoi. Oui, bon, moi je ne travaille pas sur le pain, mais sur le sol. Donc je vais prendre un autre exemple. Mais je voudrais aussi faire un pas de côté sur la question. C'est que l'attrait du cher, c'est un point chez les... Bon, je travaille, donc, je suis comme mon collègue, je travaille à l'IRD, donc on est pas mal au sud. Donc de travailler sur du low-tech au sud, ça peut paraître assez logique. Et en fait, j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'en fait, les étudiants considéraient que le low-tech, c'était un peu low data et que si on n'avait pas une machine qui faisait des millions, on n'aurait pas des bonnes mesures et donc on ne pourrait pas publier dans des bonnes revues. Et ça, c'est insufflé depuis un certain temps. On ne se pose pas la question de la justesse, par exemple, d'une mesure. Est-ce qu'on a besoin d'une mesure à 3 niveaux derrière la virgule? À quoi ça sert? Est-ce qu'il ne faut pas mieux des mesures répétées que... Donc en fait, on est aussi un petit peu imbriqué dans des systèmes de pensée qui font que de temps en temps, on choisit pas forcément la bonne solution, mais la solution qui est la plus normative par rapport au low-tech. Alors c'est vrai que le low-tech, c'est un pas de côté, mais moi, je ne l'ai pas fait au départ pour forcément, dans un sens forcément politique, c'était de dire, si je veux faire des répétitions dans un système du sol et que les agriculteurs, ils n'ont pas forcément, ce n'est pas les gens qui sont les plus friqués, faut que j'ai des instruments qui soient où je puisse faire des répétitions. Faire des répétitions, si vous avez une mesure qui est à 360 € et l'autre est à 0,5 €, vous faites vite le choix. Parce que c'est souvent, en fait, c'est un modèle que j'essaye un petit peu de dire, parce que la seconde chose, c'est que moi j'ai mis du temps à comprendre ça, mais si vous faites une mesure précise, par exemple, on va prendre un diamètre des arbres, vous faites avec comment ça s'appelle, une mesure, comment je ne retrouve plus mon mot. Ah, voilà, un pied à coulisse qui est extrêmement précis. Vous aurez besoin de des arbres qui se ressemblent un petit peu, donc à peu près des diamètres. Vous aurez besoin de 4-5 arbres pour avoir une bonne mesure. Si vous faites ça avec ce que prennent par exemple les... je ne trouve plus mon mot non plus. Un mètre à ruban, au centimètre près, vous aurez besoin de 10 à 15 mesures pour avoir la même... Mais c'est dit, votre mesure, elle sera aussi bonne. C'est juste que vous aurez besoin de faire 10 à 15 mesures. Donc voilà, ça, on n'y pense pas souvent. Et du coup, cet attrait par rapport à des mesures qui seraient aussi bonnes, mais effectivement moins chères, n'est pas présent dans le monde scientifique. Merci. Mardi dernier, il y avait une conférence sur le thème de l'électricité, l'avenir de l'électricité peut-être décarbonée. Et on a évoqué une taxation carbone aux frontières, notamment par exemple sur l'agroalimentaire, taxer les produits qui ne seraient pas de saison ou locaux. Et je me demandais par rapport au low-tech, high-tech, vu que là on parle beaucoup de coûts, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, par exemple là j'ai un iPhone, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent d'appliquer une taxe sur par exemple des téléphones qui vont être plus impactants, VS des téléphones qui seraient plus low-tech, donc j'imagine qu'ils consomment moins d'énergie, à la fabrication, à l'utilisation, qui sont plus facilement revalorisables. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus? Oui, je suis complètement d'accord. En fait, mais même au-delà de ça, moi, je milite vraiment pour un coût qui finalement englobe l'ensemble de la production des matériels. Alors, il y avait des Allemands dans les années 90 qui avaient mis au point... alors, je ne me souviens plus exactement, c'était le MPU, c'était le Mass Per Unit. En gros, c'était la quantité de matériel utilisé pour produire un produit. Typiquement, la carte à puce, c'était celle qui avait le ratio le plus fou. C'était de l'ordre d'un ratio 16 000 pour 1, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait quelque chose comme 16 tonnes pour produire... enfin, c'était 16 tonnes ou c'est 16 kilos pour 1 gramme. Oui, ça devait être ça, quelque chose comme ça. 16 kilos pour 1 gramme. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que finalement, on avait le coût sur la chaîne entière de production du produit final.
Et à mon sens, le coût devrait englober ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a exclusivement le coût économique, ce qui fait que parfois on a des absurdités dans les systèmes économiques mondiaux. Hein. C'est-à-dire que typiquement, moi je me souviens de l'Angleterre qui exportait et importait du lait. Sauf qu'en fait, elle exportait beaucoup plus de lait qu'elle n'importait, ce qui fait qu'en réalité, elle aurait pu produire son lait sur son sol et consommer son lait. Le truc, c'est que du coup, elle en exportait, elle en importait, donc son bilan carbone était désastreux par rapport à ça, mais économiquement, c'était très rentable. Alors que si on avait mis dans la balance un coût carbone, ne serait-ce qu'un coût carbone, mais on pourrait penser à beaucoup d'autres choses, finalement, les Anglais auraient fini par consommer leur propre lait plutôt que de faire de l'importation et de l'exportation. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Après, est-ce que ça doit prendre la forme d'une taxe ou est-ce qu'il faut un coût qui soit, je vais me répéter, systémique, je ne sais pas trop. Excusez-moi, juste, je voulais dire, c'est vrai que j'ai énoncé taxe, mais c'est vrai que la personne qui faisait la présentation mardi dernier nous disait donc taxe sur des produits plus polluants, enfin polluants, vous m'entendez, et subvention sur des produits qui seraient moins polluants. Et c'est vrai que j'avais pas pris en compte ce point de vue-là. Donc voilà, je voulais bien notifier les deux points de vue, pas uniquement taxe. Oui, c'est la notion de l'alternative. Il avait présenté la taxe carbone et il avait bien indiqué que ça avait été un échec. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale suffisante pour qu'elle puisse être mise en place. Mais avec un point clé qui était qu'on ne proposait pas aux gens qui étaient en très grande faiblesse économique une alternative au fait de payer. Et donc lui disait que les modèles économiques qui pour lui avaient des perspectives, c'était ceux qui proposaient deux alternatives. Toujours, si vous voulez continuer à utiliser par exemple un SUV, vous pouvez, mais vous allez payer une taxe, c'est très cher. Par contre, si vous prenez une alternative beaucoup plus sobre, là par contre, la législation vous permet de pouvoir le faire à coût moindre. C'était ça la notion d'alternative, le point clé de sa présentation. Je pense qu'il y a juste sur le récit quelque chose sur la relocalisation qui est clairement fondamentale. Et sur cette relocalisation, c'est de décider, vous avez tous été dans la situation où on va à Darty, on a une pièce à la con qui manque et on va acheter un frigo neuf. C'est à s'arracher la tête, quoi. Et si demain, par un système de taxes et de subventions et de coût du travail, par rapport à une importation de ces produits-là, on arrive, au lieu de payer 300 € un frigo, et on donne ces 300 € au réparateur local qui est à côté, on a gagné, en fait, sur la relocalisation. Et dans le récit, il y a vraiment une reprise en main de tout ça, quoi. C'est-à-dire de savoir d'être plus indépendant sur les importations énergétiques et avec des systèmes low-tech qui nous entourent. Et derrière, le côté réparable, en fait, je trouve, change vraiment un truc de production décentralisée à l'autre bout du monde, du neuf, pas cher, à quelque chose où on redonne de l'emploi et on fonctionne en circuit fermé sur ce qu'on a déjà, quoi, et réparable au maximum. Je pense qu'il y a un tas de mesures qui pourraient être prises. Par exemple, on sait très bien qu'on importe du mouton de Nouvelle-Zélande alors qu'on en produit ici, mais je pense que de taxer les importations et au prix du transport, je pense que c'est quelque chose qui s'oppose directement au modèle économique qui a été mis en place via l'OMC. Donc je pense que les taxations locales, c'est quelque chose qui est efficace, mais je pense qu'il y a une limite dans la mesure où de reporter un problème de pollution, par exemple, dans une taxation qui est dans le domaine financier, je pense que c'est quelque part déporter le problème, et je n'ai pas l'impression que jusqu'à présent, ça ait vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix à payer pour la disparition d'une espèce naturelle ou pour l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère que tout le monde paye, quoi. Donc il y a une sorte, à mon avis, d'entourloupe qui est proposée par le système, parce que je crois qu'à un certain point, si quelque chose est jugé néfaste, il faut l'interdire. Mais ce n'est pas dans la philosophie de notre société actuelle. Oui, une question. Laisse Pascal. J'ai levé la main avant de penser complètement comment j'allais la formuler. C'est très simple. Vous avez tous parlé d'une forme d'illumination où vous êtes convertis, ou bien d'une idée essentielle, ou de méthode politique très générale dans laquelle on pourrait infléchir les fonctionnements généraux avec des taxes, tout ce que vous voulez, mais rien
n'est dit sur, je dirais, l'éducation du grand public qui est lui le moteur, qui peut pousser les choses. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour arbitrer où on met le curseur entre high-tech et low-tech? Y a-t-il des gens qui la développent pour dire je suis devant un choix, renouveler mon téléphone ou pas, avantages, inconvénients, enfin redescendre au niveau individuel parce que des individus sont suffisamment nombreux pour pouvoir faire pression sur le marché ou même pour des acteurs pour essayer de les convaincre avec une méthodologie simple. Mais est-ce qu'on a pensé à ça pour retomber dans le pratique, dire, bon, si on veut que la high-tech et le low-tech vivent en harmonie, l'un servant l'autre, le high-tech pour la fabrication et le low-tech pour la diffusion, par exemple, où est la méthodologie pour acquérir des adeptes lambda? Parce que l'élite, avec les visions globales, n'y arrivera pas. Je veux bien commencer, hein. Mais c'est vrai que quand je me suis dit il faut que je passe de la géophysique du pétrole à l'énergie solaire, en fait j'ai dû changer complètement de point de vue et rentrer dans un domaine dans lequel j'étais relativement ignorant. Et quand j'ai commencé à discuter avec mes collègues, en fait, où je leur disais il faut penser, disons, les divers aspects du problème, donc avoir une vision un peu système. Très vite, on se rend compte que ton collègue il va te dire voilà, moi, ma spécialité c'est ça, et à côté, je ne sais pas. Et je crois qu'il y a un problème fondamental qui est qu'on a un système éducatif qui fabrique des gens qui sont très spécialisés. Et ce faisant, en étant spécialisé, on ne peut pas penser le problème dans son ensemble. Donc moi, ma vision, enfin personnelle, mais je pense que c'est quelque chose qui me semblerait intéressant de le discuter sur un cadre, sur un plan, disons, de l'enseignement, c'est d'associer des compétences scientifiques qu'on développe là où on estime que c'est utile, ou là où on a envie, une vision philosophique, disons, qui essaie de penser la société dans son ensemble, et puis une approche pratique, donc de savoir faire les choses et de les faire soi-même, et de les réparer soi-même. Donc associer le philosophe, le scientifique et le bricoleur. Et c'est à l'inverse de tout ce qu'on a fait avec 200 ou 300 ans d'éducation, et c'est à l'inverse de ce qu'on fait à l'université. Mais ça, c'est ma démarche personnelle pour répondre à ta question, comment faire au niveau individuel, quoi. Mais je pense que les jeunes, ils sont sensibles à ça et ils répondent positivement à ce genre de propositions. Mais dans l'enseignement, ce n'est pas ce qui se fait actuellement. Par le marketing, etc. Je pense que le format est vachement important. Et il y en a qui apprennent des choses quand ils vont au festival avec une bière dans la main. Il y en a qui apprennent... Enfin, l'exemple de Jean Covici, là, pendant 10 ans, il a fait des conférences. Il y avait 2000 abonnés. Il a sorti sa BD. Il y a 500 000 ventes. Ma belle-mère, qui connaît rien à l'énergie de rien, elle a lu la BD, elle m'en a parlé à Noël. Donc, il y a des films de Cyril Dion. Il y a plein de formats culturels du récit qui amènent les gens là-dedans. Et là, effectivement, ce format est un peu réservé à un public oui, mais je vais acheter un nouvel appareil. Est-ce que j'ai la feuille de route un peu intelligente que quelqu'un saurait produire pour m'empêcher d'aller forcément vers le dernier truc? Le sentiment, je répète, j'ai le sentiment d'une élite assiégée qui n'arrive pas à se faire comprendre pour multiplier les initiatives. On parle comme si on parlait d'ennemis qui ne veulent pas comprendre. Alors je sais bien que c'est la formation nous a donné l'habitude de la mode, du dernier truc, ou même de la forma mentis des scientifiques, je suis d'accord. Mais quelqu'un pourra-t-il produire quelques outils de conviction bas de gamme, low-tech en termes de formation, justement, pour pouvoir séduire? Et là, j'entends rien. Je peux dire un mot peut-être, parce que des outils de conviction bas de gamme, aujourd'hui, le low-tech, il y a quelques années, c'était quelque chose d'extrêmement confidentiel, on n'en parlait pas. De la même manière, la formation s'intéressant à mettre en place des socles communs basés sur le fait scientifique pour permettre de comprendre les transitions qui sont à l'œuvre, qui sont extrêmement alarmistes. Aujourd'hui, l'action, elle est en train de se mettre en place. Il y a des recommandations des ministères qui nous disent, non pas après-demain ou le jour d'après, qui nous disent dès 2023, il doit y avoir des socles de compétences mis en place pour qu'il y ait une formation de nos jeunes aux enjeux de transition écologique.
Et ensuite, on nous demande, après ça, de contextualiser l'ensemble des formations, c'est-à-dire les cours classiques quand c'est possible, pour contextualiser la manière dont on forme nos ingénieurs ou nos scientifiques dans le cadre de futurs métiers par rapport à ces enjeux de transition écologique. Parce que la première étape, en effet, on peut imaginer les solutions technocentrées les plus élégantes possibles. S'il n'y a pas d'acceptation sociétale, eh bien, ça ne marche pas. Mais pour le fait, ça passe d'abord par l'éducation. Et notre responsabilité, moi, en tant que père de famille, comme la plupart des gens, on a biberonné à un système d'économie linéaire où on a formé nos enfants qui sont des petits consommateurs. Et donc, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on court après le fait que cette éducation qui n'a pas été faite individuellement, collectivement, dès le départ, on court après pour essayer de rattraper et de se dire aujourd'hui, il est complètement requis que déjà nos jeunes, quand ils sortent de là, même s'ils ne sont pas complètement d'accord, au moins qu'ils aient entendu parler de ces choses-là, et ces choses-là avec force. Et pour ça, aujourd'hui, les ministères nous donnent des moyens qui sont très significatifs. Donc je dirais qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien et que l'encéphalogramme est plat. Voilà. Oui, je pourrais rajouter un point, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion d'élite assiégée. Je pense que toute la dynamique qui se passe avec la ruche, avec le réaccès, par exemple, aux réparables, avec les vélos, avec tout ça, ne deviennent pas des élites. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme un scientisme. C'est plutôt au contraire même. Donc, la sortie des laboratoires avec les Fab Labs, ce n'est pas forcément les scientifiques qui l'ont fait. C'est plutôt des étudiants, c'est plutôt des... Donc, cette dynamique-là, elle n'est pas socialement centrée. Enfin, en tout cas, enfin, pas que socialement centrée. Elle est évidemment, si on voit, c'est plutôt ville, la condition, ça sera peut-être les périphéries versus les villes. C'est peut-être là qu'il y aura une problématique. Mais je ne la vois pas comme un problème comme tel que vous le décrivez. Peut-être un dernier truc que je voulais rajouter. Moi, j'étais très inspiré par Rob Hopkins, qui, dans son manuel de ville en transition, allait voir les vieux du village à qui on n'avait jamais rien demandé depuis 40 ans. Et il leur demandait comment, en 3 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre est devenue indépendante alimentairement et comment ils se débrouillaient. Et du coup, c'était ultra intéressant en termes de lien social de plus avoir cette position un peu d'élite éclairée, mais d'aller rechercher. Et moi, j'ai eu la même sensation avec les pays du Sud, où je trouvais ça ultra inspirant d'arrêter avec la position coloniale un peu de blanc qui va expliquer comment ça marche en bas, et qu'au contraire, sur les low-tech et les systèmes D et le truc, mais on a tout à apprendre, quoi. Et il faut justement reprendre ce savoir-faire qui est là-bas, qui est plus ici, et chez nos vieux, et de comment on faisait avant. Et je trouve de ce côté-là, c'est pas trop élite, c'est au contraire aller voir le rustique rural, comment il se débrouillait. Oui, moi c'était juste une petite question. On a parlé un peu d'éducation, d'essayer de se dire, ok, on va essayer de ne pas fabriquer des petits purs produits du système consommateur, etc., etc. Mais je trouve que c'est hyper dur aussi d'évoluer dans un monde en ayant une éducation, je sais pas d'où qu'elle vienne, mais qu'elle soit un peu plus sensée, d'évoluer dans un monde qui nous bombarde constamment d'infos contradictoires, qui est contradictoire du coup avec le bon sens, comme je peux l'entendre. Et en fait d'essayer de maintenir même ses idées, une cohérence dans ses idées ou dans ses actions, quand on voit que, je sais pas, moi quand je vais au Polygone à Montpellier, par exemple si je vais au Polygone à Montpellier après avoir assisté à cette table ronde, je vais ressentir une sorte d'énorme dissonance dans ma tête, et je vais plus savoir sur quel pied danser, parce que je suis en mode, mais en fait on en parle, on est là, oui c'est bien et tout, mais derrière en fait j'ai l'impression que ça ne suit pas, et qu'il y a une sorte d'énorme inertie de je ne sais quel maillon de la société, qui fait que en fait j'ai l'impression que ça ne bougera jamais. Et c'était pour savoir un peu si vous aviez en fait non, ma question, je sais pas si elle est super pertinente, mais si vous aviez des idées d'alternatives, de leviers, de choses qui pourront faire que en fait ça peut faire des réactions en chaîne, et que en fait, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énorme bloc qui est calé, ils sont bien calés dans leur petit siège. Bref, je divague. Voilà, la question c'était est-ce que des leviers. Quelqu'un veut réagir? Si tu vas au Polygone, tu peux quand même aller à la FNAC et il y a des bons bouquins. Donc,
En fait, je pense qu'il y a un aspect effectivement très désespérant, c'est l'inertie. Mais je pense que cette inertie, si on regarde la courbe de la consommation énergétique, c'est une courbe qui est montée depuis 2 siècles, quoi. Et ça ne s'est pas fait au hasard, quoi. Ça s'est fait par, d'une part, au XVIIe, la généralisation de la propriété privée, par exemple en Angleterre, pour commencer à produire. Ça s'est fait par l'invention du travail salarié, et ça s'est fait par la monétarisation de tous les échanges. Un économiste comme Karl Polanyi l'a très bien expliqué. Et donc on est à fond là-dedans. Et je pense que les gens qui commencent à parler low-tech, qui commencent à parler décroissance, il y a eu un mouvement dans les années 70, avec Ivan Illich et d'autres, qui s'est complètement aplati. Là, il y en a un autre qui repart parce qu'on s'aperçoit que le taux de CO2 et les températures montent. Mais effectivement, pour l'instant, c'est juste une minorité, quoi. Et je pense que le système est tellement organisé pour convaincre les gens d'acheter. Et pour acheter, on travaille. Comme le système est basé là-dessus, et qu'en fait, depuis l'école jusqu'au tombeau, on est dans ce système, pour se dire qu'on va faire autrement, c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'on est tous à se demander comment on fait autrement. Mais ce qui est encourageant, par contre, c'est que moi, quand j'étais gamin, des gens qui se posaient ces questions-là, il y en avait peu, je pense. Et maintenant, il y en a beaucoup plus, bon, par la force de la hausse des températures. Mais c'est une toute petite minorité qui est consciente de ça, je pense. Alors, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients dans les pays du Sud, en fait. Et qu'en fait, comme tu dis, ils vont nous apprendre des choses. Mais effectivement, il faut se placer dans une perspective dans laquelle on a un système qui s'est mis en place sur 200 ou 300 ans. Donc, on ne va pas s'en sortir comme ça. Les philosophes quand ils parlent de sobriété, parlent de dépendance au désir de consommer. Et ils parlent de nécessité de sevrage, d'une certaine manière. Ouais. Ta question, elle est super intéressante parce que, en fait, moi, en tant que chercheur, je la vis au quotidien aussi. Tu vois, cette dissonance cognitive, là, elle est terrible parce qu'en fait, nous, on est aussi dans des instituts qui prônent certaines choses, mais dans le même temps, qui sont complètement schizophrènes avec eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on doit faire attention. Alors aujourd'hui, c'est le bilan carbone. Peut-être que dans quelques années, on aura le droit à la durabilité dans sa globalité, mais là, on a le droit au bilan carbone. Et dans le même temps, on monte des projets où on multiplie les allers-retours en avion, où on fait des missions dans tous les sens, où finalement, où le bilan carbone importe peu. En fait, c'est très schizophrène. Et il y a un auteur assez connu, Philippe Squarzoni, qui a écrit une super BD il y a plus de 10 ans sur le réchauffement, d'ailleurs sur le changement climatique, qui s'appelle Saison brune. Et j'aime beaucoup son approche parce qu'en plus c'était avant, je dirais, au moins les questions actuelles, où lui considérait, et on en revient un petit peu à la réflexion précédente, qui est finalement, il faut du bottom-up et il faut du top-down. Du bottom-up, c'est-à-dire que ça doit venir de nous, mais dans le même temps, si ça ne vient que de nous et qu'il n'y a pas à un moment une prise de décision verticale, un cadre, typiquement, on va revenir à l'histoire de la voiture, mais on a la prise de conscience, ok, moi je prends mon vélo, ok, mais si ce n'est pas accompagné d'un cadre légal qui définitivement interdit un certain type de voiture, un certain type de cylindrée, ça va être compliqué parce qu'il va falloir seulement passer par une direction et pas par l'autre. J'aime bien l'idée de la subvention aussi des alternatives, parce qu'effectivement l'interdiction, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien, parce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, je pense que là on est plus dans le domaine psychosociaux, où effectivement interdire, si ça ne s'accompagne pas de subvention motivation, ça a aussi peu de chances de fonctionner. Mais cette double approche, et lui, il en parlait, Squarzoni, il en parlait vraiment vis-à-vis du changement climatique. C'est-à-dire qu'il voyait que sa propre approche, finalement conscientisée, elle était finalement... c'était une goutte d'eau dans l'océan. Et il avait du mal à s'imaginer que ça ait de l'impact. Alors que ça en a, si on commence à se dire que 10 millions de personnes font comme ça, 30 millions font comme ça, 60 millions font comme ça. Mais clairement, il faut un cadre politique. Et là... nous, dans la recherche, typiquement, on essaye de faire pression sur nos instituts
Donc ça vient, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on a aujourd'hui des appels à projets ou alors des cadres qui disent clairement il faut prendre en compte plus le bilan carbone, il faut davantage prendre en compte, et on peut appliquer ça à tout un tas de dimensions, hein, l'égalité de genre, etc., etc. Et donc les instituts le prennent en compte, mais clairement, c'est parce qu'on l'a fait remonter. Mais dans le même temps, ils sont schizophrènes avec eux-mêmes, parce que si nous, on a fait remonter ces choses-là, ils n'ont pas encore pris la totalité des choses en compte. Donc à mon avis, c'est vraiment déjà par le bas, en faisant pression, qu'on peut arriver à modifier les choses. Merci. Peut-être qu'on peut prendre... Il y a un de nos jeunes qui voulait poser une question et après, on vous passera la parole. Je voulais juste dire, je vais être très court, mais il faut se méfier de la valeur d'exemplarité. C'est-à-dire, c'est un point qui revient souvent, de savoir est-ce qu'on est des exemples par rapport à d'autres. Je pense qu'on est tous incohérents par rapport à nous-mêmes. Nos instituts sont incohérents, mais nous aussi, on est incohérents. Voilà, d'avoir pris la voiture aujourd'hui, c'est une incohérence, je l'assume. Et donc, il faut se méfier un peu de ça. Et je pense que c'est ce côté, justement, de dire, j'aime bien ce mot de la cohérence, plutôt, est-ce qu'on est cohérent à peu près avec nos idées? Et peut-être ça peut faire plus tache d'huile que de dire, voilà, on est nous les écolos, et vous êtes, toi, ce côté un peu, aussi vert. Enfin, bon, ça fait aussi des lignes de clivage qui peut-être retardent un petit peu et augmentent ce côté inertiel, quoi. C'est-à-dire chacun se conforte dans son domaine. Donc, voilà, il faut on ait une démarche assez humble là-dessus, quoi. Alors oui, vous avez parlé de bien commun, de problèmes, solutions systémiques. Donc évidemment, ça parle de politique. Vous avez commencé à y répondre, mais à quel point la politique, vous avez une expérience concrète sur le terrain de la low-tech, à quel point les institutions et la politique est un frein ou à l'inverse une aide actuellement en France, dans le monde, pour le développement de ces technologies-là? Peut-être je vais démarrer en rebondissant sur... et puis après, j'y viendrai moi, sur la dissonance cognitive. En fait, qu'est-ce que tu en fais de cette dissonance cognitive? Est-ce que ça va dans de la colère ou est-ce que ça va dans de l'action de construire un monde à côté que tu, du coup, et pour l'aspect politique, bon, c'est juste une anecdote, mais je me sentais vraiment bien parce que les campagnes municipales, c'était pendant les Gilets jaunes. Et je me sentais vraiment bien d'aller en ville. Je faisais pas pire, hein, mais d'être un peu d'avoir la sensation de voilà quoi, on n'avait pas de transpalette pour ouvrir les portails, mais et ça c'était le samedi, et le dimanche on construisait, je faisais partie du mouvement Nous Sommes, et du coup on construisait une alternative municipaliste, et je trouve que ces deux aspects, alors après chacun met son curseur, mais il faut pas mettre toute son énergie dans la destruction de l'ancien monde s'il y a rien derrière, enfin voilà, chacun trouve sa place dans l'action entre un peu de destruction et un peu de construction. Et pardon, juste sur l'anecdote du levier politique, du coup la nouvelle équipe, c'était, je ne vais pas en faire toute la promotion parce que tout n'est pas complètement merveilleux, mais en tout cas sur la question qui nous concerne des biodéchets et de mettre des toilettes publiques sur les événements montpelliérains, on est passé de 0 à... Alors pour vous dire juste des chiffres, je vais quand même leur faire un peu de promo. Sous le mandat Sorel, on a installé 5 composteurs en ville sur les 6 ans, je me souviens même plus. Et de la fosse, on en a déjà installé, donc à l'initiative de François Vasquez, qui est le responsable des déchets sur Montpellier. On a installé, là pour l'instant, on en est à 120 et il va en installer 1200 encore avant la fin du mandat. Voilà, pour donner le changement de braquet qu'il peut y avoir avec des politiques qui changent, quoi. Oui, sur l'aspect politique, enfin, comme tu le dis, parce que moi je n'ai pas d'expérience directe, je pense que là où ça peut vraiment bouger, c'est au niveau politique local. J'ai l'impression que, parce que localement on voit ce qu'on fait, on a moins tendance à se faire avoir, on peut mettre en œuvre des démarches low-tech qu'on va faire partager parmi les gens. Donc à petite échelle, à l'échelle d'une commune, je pense qu'une commune qui déciderait, parce que la majorité des habitants sont convaincus, de travailler à très bas carbone, avec des solutions locales, frugales, je pense qu'il peut y arriver. À l'échelle de l'État, je suis beaucoup plus sceptique parce qu'on n'a pas un État. L'État est dominé par des contraintes de marché, et je pense que c'est très difficile d'abord d'estimer la valeur de ce qui est fait.
Et je pense qu'à moins d'être dans un système complètement différent, par exemple, où les Chinois qui ont décidé de protéger des immenses zones parce qu'ils ont décidé qu'il ne fallait pas y toucher, je pense dans une société comme la nôtre, dans nos démocraties occidentales, ça partira vraiment à de la petite échelle parce qu'on peut avoir des élus et des gens qui sont unis avec une démarche qui est commune, quoi. Je pense que ça partira vraiment de la petite échelle et c'est sympathique parce que ça part de gens qui se connaissent entre eux et qui savent qu'ils vont changer et ils savent comment faire pour changer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Oui, moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai un peu la même expérience institutionnelle que toi. Moi, j'ai développé un kit et je ne voulais pas le breveter. Je voulais pas passer, donc je voulais passer par l'open source, par le Creative Commons, tout ça. Il y a 5 ans, c'était mort. Enfin, franchement, personne. J'ai essayé la valorisation. Je me faisais complètement tamponner par ça. Et après, maintenant, j'ai eu 2 plans France Relance. Enfin, en gros, on a eu à peu près 400 à 600 000 euros là-dessus pour pouvoir le développer avec des équipes de valo derrière. Et donc, ouais, je pense qu'il y a eu un changement. Alors, c'est le début, mais de promouvoir un outil qu'on savait qu'il ne serait pas breveté, on ne va pas faire de fric là-dessus, mais que ça serait en open source et qui serait développable et constructible par des agriculteurs, enfin des agriculteurs ou des Fab Labs plutôt. Voilà, ce n'est pas forcément un modèle, je pense, qui aurait été économiquement promu il y a encore quelques années. Alors, c'est des motifs d'espoir, mais c'est vrai que je trouvais quand même qu'il y avait une autre impulsion actuellement. Alors ça, c'est une question importante qu'on n'aura pas le temps de traiter en détail ce soir. C'est la compatibilité des low-tech avec la croissance économique. C'est souvent sur la compatibilité des low-tech avec un déploiement dans les entreprises, la question qui est souvent posée. Mais s'il y a juste une question que je voudrais qu'on traite un tout petit peu, c'est d'être un petit peu en aval et parler de la formation. Parce que finalement, ici, on a donc tous ces jeunes en formation et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous en identifiez, du fait de votre expérience, de manière opérationnelle, des compétences au service des low-tech qui sont que vous attendez, que vous souhaiteriez, qu'elles soient développées dans les écoles? Je peux commencer par du concret parce qu'on est en train d'essayer de porter un projet autour du solaire thermique et du solaire thermodynamique, c'est-à-dire comment faire de la chaleur à diverses températures et comment faire de l'électricité avec du solaire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, je pense que les moyens, disons, techniques, théoriques, pour faire ça, ce sont ceux qu'on a déjà quand on est élève de terminale ou en premier cycle. Donc là, il y a un point qui est très intéressant, c'est que pour tout un tas d'applications low-tech qui sont très utiles, on n'a pas besoin de faire des mathématiques très très élaborées, on n'a pas forcément besoin de faire de la mécanique quantique. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens peuvent comprendre et appliquer des principes qui sont souvent très vieux. Souvent du low-tech, c'est le réemploi de techniques qui sont tombées en désuétude ou qui sont peu employées. Donc ça c'est intéressant parce que je pense qu'avec des formations beaucoup plus généralistes, on peut faire du low-tech. Et, disons, un étudiant pourra associer des aspects qui soient autant économiques que techniques. Donc, je pense qu'il faut, comme disait Ivan Illich, déspécialiser, parce que la spécialisation qu'on a fabriquée, ça a essentiellement servi à faire du high-tech complexe, quoi. Bon, si on veut faire de l'astrophysique, effectivement, il faudra faire quelque part dans le monde un radiotélescope, mais pour faire tous les outils de la vie courante, on peut le faire et on doit le faire avec des techniques et beaucoup plus simples qu'on peut apprendre à un niveau relativement faible à l'université. Oui, merci. Ivan Illich, il a écrit aussi quelque chose qui s'appelle Une société sans école, alors on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je fais partie donc, de Polytech, hein, je suis enseignant, et je peux parler un peu de mon expérience. On a essayé modestement quand même de commencer à s'interroger sur la formation matériaux, parce que matériaux, eh c'est le recyclage, c'est la pollution, c'est enfin les matériaux, vous le savez tous, hein, les plastiques, etc. Donc là, il y a eu des choses qui ont été mises en place.
Et on fait ça modestement parce que, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on a quand même un peu de scrupule à tout faire porter sur la formation maintenant et dire à nos étudiants, ben, c'est à vous d'y aller, quoi. Parce qu'on est quand même une génération qui a salopé pas mal les choses, et c'est quand même un peu moralement, voilà. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des outils, de leur donner une conscience, de leur montrer qu'il y a des choses qui vont mal se passer, probablement, et ensuite à eux de faire leur vie, quoi, de se débrouiller dans la vie. Sinon, ça serait moralement un peu discutable. Alors, je voudrais juste que vous portiez attention, parce que ça, c'est le récit. Regardez la fiche de l'IESF, hein, voilà, métier d'ingénieur, et vous voyez apparaître les low-tech sur toutes les images. Donc, et ça, mais c'est pas que l'IESF, hein, nous, on fait partout, on fait la même chose. Pour attirer des étudiants et des parents, on leur montre ça. Voilà. Et donc, ça s'imprime dans l'inconscient collectif, et ensuite, on leur dit, ben non, le high-tech, c'est pas si bien que ça, c'est pas si vertueux. Bon, c'est compliqué quand même. Hein. Voilà. Il y a deux thèmes fondamentaux pour moi sur la formation, si on pense à ce qui se passe dans notre cerveau. Je pense que la formation à savoir faire de l'ossature bois, à savoir souder, à savoir mettre deux fils ensemble, installer un petit système de panneaux solaires, faire mais vraiment du bricolage le plus basique, pour moi, il est là pour rentrer dans les low-tech. Et c'est vraiment un truc fondamental. Alors, sur le site là où on est à Macondo, il y a une école qu'on appelle ED. C'est un concept qui est de Toulousain à la base d'il y a 15 ans. C'était de dire il y a 200 000 jeunes sans diplôme et il y a 2 millions d'emplois dans la transition écologique. Comment on arrive à les faire matcher, quoi. Et donc, on fait des formations qui s'appellent remobilisation. Et c'est ça. Pendant 2 semaines, ils font une journée permaculture, une journée ossature bois, une journée soudure, une journée truc. Et on a fait une autre expérience parce qu'on est en relation avec l'EPF. C'est qu'on a dit les ingénieurs en fin de cycle, ils ne savent pas utiliser une visseuse, qui viennent. Et alors, c'était super marrant, parce qu'il y a un autre aspect, moi, que je trouve très intéressant sur les low-tech, c'est une notion un peu dans le récit d'humilité. Et là, donc, on a fait venir les ingénieurs une journée, et c'était les jeunes qui avaient 18 ans, qui sont complètement paumés, ça fait 2 ans, ils sont dans leur chambre à fumer des joints, il y avait le Covid en plus, enfin, on a vraiment, ils sont secoués, quoi. Alors, c'est en pleine garrigue, et c'était eux, ces jeunes-là, qui formaient les ingénieurs à ça, et c'était, bon, il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Et l'autre truc, pour moi, qui est fondamental sur la formation, c'est l'intelligence collective. Sur le partage de commun et de fonctionner ensemble et d'avoir cet outil de gouvernance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en tant qu'être humain, on va monter un projet ensemble, et ben en fait, on va s'asseoir et on aura tous les outils de réfléchir. Alors, est-ce qu'on veut un bureau qui puisse résister à telle situation? Et donc, est-ce qu'on veut un président qui va truc? Est-ce que c'est coprésident? Est-ce que c'est gouvernant? Et toutes ces questions de gouvernance, de fonctionnement de groupe humain, je trouve que c'est tellement pauvre. Moi, je l'ai appris sur le tard. Alors, je vais paraphraser quelqu'un, mais que je trouvais génial. À l'école, collaborer, ça s'appelle tricher. En fait, on nous apprend à être. En fait, c'est quand même fou, quoi. Il faudrait qu'on réapprenne là à vraiment rebosser ensemble. Ce truc de. Enfin voilà. Pardon. Ouais, sur la formation, je pense que, si on peut, la low-tech, je pense que c'est très intéressant parce que ça balaye vraiment large. Aujourd'hui, moi, j'ai vu passer l'année dernière de nombreux sujets de thèse sur la low-tech. Donc, d'ailleurs, de la part d'écoles d'ingénieurs, notamment à Grenoble. Donc, ça laisse supposer quand même que ça commence à venir. Et dans le domaine du supérieur, que ce soit chez les ingénieurs ou potentiellement vers la recherche, la low-tech, elle amène sans doute au moins 2 choses. C'est-à-dire déjà la nécessité de savoir prendre du recul par rapport au système dans lequel on est et d'en être capable de s'en extraire, ce qui est quand même, à mon sens, intellectuellement très motivant et qui demande quand même vraiment une vraie prise de recul qu'on peut trouver qui normalement motive en règle générale la recherche et les chercheurs. Et puis il y a aussi ce côté de connaissance. Et là, je pense c'est vrai que Benjamin parle d'intelligence collective. Et c'est vrai que c'est pareil, en termes de formation, je pense que la low-tech, elle amène aussi ce côté de connaissance transversale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus seulement dans la technique. On ne fait pas que de la technique. Et je pense que demain, des ingénieurs qui seraient beaucoup plus transdisciplinaires, à mon sens, donc la prise en compte aussi de la société dans laquelle on inclut l'outil, à mon sens, c'est fondamental parce que aujourd'hui, si l'IESF promeut ça, c'est simplement parce qu'on est dans une société qui est quand même fondamentalement positiviste et qui se pose la question du comment et qui a un peu oublié le pourquoi. Et donc, à mon sens, les ingénieurs aussi, ils doivent réintégrer ce système-là, c'est-à-dire vraiment être conscient de je développe un outil.
mais pourquoi je le fais, quoi. Finalement, c'est quoi à l'arrivée, c'est un petit peu pourquoi je développe des ogives nucléaires. Ah oui, c'est pour effectivement, ou des ogives tout court. Ah oui, c'est pour aller faire la guerre. Bah oui, c'est ça en fait. Non, en définitive, si je me pose la question du pourquoi au départ, bah peut-être que je prends pas ce chemin-là, mais je vais en prendre un autre. Mais ça demande forcément une prise de recul et donc forcément quelque part d'avoir des connaissances un peu transversales. Et à mon sens, forcément, on amplifie son esprit critique et nécessairement on crée des citoyens de demain qui auront forcément beaucoup plus conscience des problématiques que les générations précédentes. Ouais, ce que je trouve intéressant dans le low-tech, c'est aussi le changement de paradigme de la posture qu'on a. Moi, par exemple, je fais beaucoup de terrain et du coup, si je suis avec un agriculteur et que je lui montre, justement, je lui montre rien, on fait ensemble. Et du coup, le côté transmission, il n'est pas du même ordre parce que si j'arrive avec quelque chose de très technique, on est en position surplombante forcément parce qu'on a nous la technique et lui il l'a pas. Puisque si on regarde la filtration de son sol et qu'on met de l'eau et que l'eau ça filtre, ben, voilà, on constate tous les deux ensemble. Et pas forcément, j'ai pas besoin de lui expliquer. Et ça change vraiment tout, quoi. Je trouve que moi, dans mon métier de chercheur, ça m'a beaucoup apporté. Et on peut, par exemple, avoir aussi des informations de là. Donc, ce côté, justement, échange collectif, hein, ce que tu disais, et de participation collective, il est vraiment au cœur de la démarche. Je crois qu'on a bien compris plusieurs choses. J'ai bien retenu le côté sens pratique. Alors pour ce qui est des compétences qui ne sont pas hard skills, on les appelle soft skills, je dirais que c'est en marche. Hein. Lionel, c'est quoi? C'est 25% de la formation aujourd'hui? Ouais, je voudrais faire peut-être un petit commentaire. Je vous en ai après. Un petit commentaire sur la formation des ingénieurs. Depuis 10 ans, ça a quand même pas mal évolué, dans le sens que dans les écoles d'ingénieurs, la prise de conscience sur l'aspect, entre guillemets, de collaboration, ben, il est présent. Je crois que nos étudiants qui sont là collaborent tous les jours. On n'est pas là, on n'est plus là, entre guillemets, pour mesurer, entre guillemets. Ouais, voilà. Donc, je crois qu'on essaye plutôt de leur amener un certain nombre de compétences. L'aspect, effectivement, sociétal, on essaye de l'amener. Alors, je dis ça, mais en même temps, il nous reste beaucoup de chemin là-dessus. Donc, on est en train de faire évoluer. Arts et métiers, par exemple, il n'y a pas très longtemps, a remis en place des cours de menuiserie en première année d'école d'ingénieurs. Mais c'est vraiment intéressant de se dire que finalement, on revient aussi à toucher, en termes manuels, une matière finalement qui nous avait peut-être échappé à un moment donné dans toutes nos technologies et dans tous nos systèmes, entre guillemets, de formation. Et on se rend compte que ici ou ailleurs d'ailleurs, la notion de Fab Lab, elle revient d'une manière extrêmement forte. Et quand les étudiants sont présents sur des projets autour de Fab Lab, ben là on est sur de la créativité, de l'innovation et de l'intelligence collective d'une manière globale. Peut-être que ce qu'on ne sait pas encore bien faire, c'est de formaliser ça, en fait, finalement. Ce que signifie effectivement low-tech, finalement, quelle est la définition que l'on peut donner à la low-tech, parce que ça dépend effectivement où on se situe aussi et dans quel contexte. Mais je crois sincèrement que là, il y a une démarche qui est engagée dans les cycles de formation, que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, qui est en train d'amener, entre guillemets, justement ces ingénieurs à réfléchir un petit peu à leur contexte et plus seulement, entre guillemets, il faut que j'ai ma note là dans 3 semaines et puis après on verra. Voilà, on essaye vraiment de les former et d'essayer de jouer effectivement ce jeu-là. Et il y a une réelle évolution, je pense, depuis une dizaine d'années. Ouais, puis la part des projets aujourd'hui est très importante sur cet aspect collaboratif. Il y a certaines filières d'ingénieurs, je veux dire, c'est 30, 40, 50% de projets. Voilà, on constate aussi, les étudiants sont là peut-être pour en discuter. Même si on continue à faire des cours magistraux, on se rend compte que c'est pas là où c'est le plus passionnant pour eux, hein. Et pour nous aussi d'ailleurs. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, il y a une évolution aussi du public, de la génération, et puis les enjeux de transition écologique sont quand même des véritables défis qu'il faut prendre aussi comme des opportunités, j'allais dire, pour le futur, qui peuvent faire effectivement peur au départ, hein, quand on commence à enseigner, donc, et on l'a vu cette année. C'est quand même relativement anxiogène pour nos étudiants, pour certains de nos étudiants. Et arriver derrière à les amener aussi vers des solutions, c'est ça aussi qui est intéressant et qui est passionnant. Merci. Donc, je sais qu'on a 2 questions. Oui, merci. On a un débat très riche, je pense, sur la notion de l'importance de changer nos pratiques.
de promouvoir des concepts ou un cadre, si vous voulez, conceptuel qui permet de développer les low-tech. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu, vous savez que toutes les techniques qui prouvent quelque chose au niveau de la société, c'est celles qui montrent leur efficience. Leur efficience, ça veut dire quoi? Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans le domaine des low-tech, vous connaissez des secteurs spécifiques dans lesquels ils se développent particulièrement en montrant leur efficience, c'est-à-dire en montrant tout d'un coup. Je suis assez schumpeterien, hein, c'est-à-dire que l'inventeur, par définition, ce n'est pas celui qui prend le risque de mettre l'innovation et de la faire accepter au niveau société, hein. Donc c'est aussi la notion de l'entrepreneur. Et à l'heure actuelle, bon, je rappelle ça parce que j'ai lu récemment un petit article d'Atali qui disait que toute société a besoin d'innovation. La particularité, c'est que les innovations à l'heure actuelle sont fondées ou sont orientées vers des choses qui ne sont pas les plus importantes. Et une des plus importantes, c'était ceux du social, des innovations dans le domaine social. À l'heure actuelle, c'est un secteur qui a complètement délaissé sur le plan de l'innovation. Et donc, peut-être que ça serait intéressant que les gens, dans leur pratique, pas simplement dans leur discours, hein, s'intéressent à essayer de chercher des choses qui sont dans ce processus qui n'est pas couvert à l'heure actuelle par l'innovation effective. Excusez-moi. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu des idées ou des réflexions pour savoir quels sont les secteurs dans lesquels, de manière concurrentielle, vous pourriez effectivement développer ces concepts et montrer votre efficience? Donc, la réponse est un peu sous contrainte. Je vous demanderai, si vous voulez bien, 5 minutes pour répondre. Merci. Bon, moi, je peux commencer. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis dit, tiens, j'ai de la chance, je suis physicien, je vais travailler sur le domaine de l'énergie. Donc, j'ai l'impression que il y a des domaines fondamentaux pour la société et pour l'homme, et d'autres qui n'en sont pas. Et je pense que si on pense à Épicure, ben il faut satisfaire les désirs nécessaires et naturels. Et donc, c'est finalement l'eau, l'alimentation, l'habitation, l'énergie. Je pense que si on tape là-dedans et qu'on remplace du high-tech par du low-tech, on est, à mon avis, assuré de faire œuvre utile. Après, il y a des tas de choses qui sont superflues, et je pense que la formation et la réflexion, ça permet de trier tout cela. Mais moi, je reviendrai bien à la philosophie d'Épicure pour dire qu'il faut d'abord satisfaire les besoins fondamentaux de l'individu et de la société. Et je ferai le tri comme ça. Je pense qu'il y a un truc à voir sur la rentabilité économique et efficiente. C'est quoi le pas de temps, en fait? Nous, on se bat là quand je dis que nos toilettes, elles sont plus chères. Il y a eu des investissements colossaux sur les réseaux d'égouts, les stations d'épuration, tout ça, c'est tous les impôts de tout le monde qu'on payait. Donc, on arrive sur un truc qui est aujourd'hui beaucoup plus efficace parce qu'il y a tout le réseau qui est en place. Donc, acheter un toilette à Brico-Dépôt, ça coûte 100 €. Mais le toilette tout seul, il ne fait rien sans toute l'infrastructure dans laquelle tout le monde est. Bon, il y a plein d'exemples, style boulangerie solaire. Là, les prix de l'énergie explosent. Bon, l'équation d'un boulanger, on retire le loyer, on retire l'énergie. Ça devient assez intéressant, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Nous, sur les toilettes sèches, on va être intéressant sur des endroits où les promoteurs peuvent venir nous chercher et dire il y a 3 km de canalisation pour atteindre le réseau. Donc, vous devenez... Et après, il y a une autre chose aussi en réflexion de société. On est rentable par rapport... En fait, quand on est une PME en France, là, moi, je paye 30% d'impôts sur les sociétés. Amazon, il en paye 5. Total, ils en payent 5. C'est une subvention. Ça fait 15 ans on les laisse payer seulement 5%. Ça veut dire que l'État a choisi de subventionner ces gens-là. Donc, comment on est compétitif par rapport à eux? C'est vachement compliqué, quoi. Et la dernière chose sur l'innovation sociale, je parle juste parce que nous, on est éclos là-dedans. Il y a un incubateur social qui était un des premiers en France qui s'appelle Realis, qui est au Parc 2000 et qui est un incubateur de l'innovation sociale. Bon, après, pas mal d'années où je les côtoie, c'est toujours un concept un peu flou. Mais en tout cas, sur l'organisation des sociétés, il y a plein de choses qui se font, quoi. Nous, c'est là-bas qu'on a été très inspirés. Donc, on est en salaire unique, on est en une personne, une voix. Enfin, c'est le principe de la coopérative. Et il y a vraiment plein de choses. Je trouve que, là-bas, en tout cas, il y a plein de gens qui essayent de réinventer la façon de faire entreprise ensemble humaine. Merci beaucoup. Désolé, on va de toute façon pouvoir continuer à discuter parce qu'il y a un apéritif auquel vous êtes tous invités. Alors, quand même, je vais vous laisser, vous levez la main depuis tout à l'heure. Alors, c'est la question en 1 minute et la réponse en 1 minute. Je suis désolé, mais vous pourrez discuter après. Ouais, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre en 1 minute, mais
En fait, moi, je suis très interpellé par le titre de la conférence et que ça se passe dans une école d'ingénieurs. Et je me dis, en fait, quelle est la raison d'être de l'ingénieur dans un monde low-tech et éventuellement, il n'en faudrait pas moins, peut-être. Je vais répondre très rapidement. C'est des messages que j'ai envoyés au Low-Tech Lab plein de fois. J'en ai marre que les gens, ça fait 30 ans qu'ils bossent, qu'ils font des trucs, ils ont eu 5 vies différentes et on les présente encore comme ingénieurs. Je trouve que c'est un truc très français. Jean Covici, il a combien? Il a 70 ans, il a fait plein de trucs, mais c'est un ingénieur. C'est ça, c'est comme si c'était un titre à vie. Alors que les Low-Tech, c'est justement inclusif de tout le monde et de dire c'est quelque chose que tout le monde va se réapproprier, tout le monde va pouvoir réparer, tout le monde, il n'y aura plus justement le sachant ou le truc, et de mettre en avant ce truc d'ingénieur. Moi, je suis ingénieur moi-même, mais ça m'énerve. Écoutez, je vous propose qu'on conclue et qu'on discute ensuite ensemble à l'apéritif. Mais en parlant d'un grand scientifique, vous savez qui a dit la simplicité et la sophistication suprême? C'est Léonard de Vinci. Hein. Et donc, on va laisser Anne Coudrin conclure cette table ronde. Merci, okay. Anne. Il voulait dire un truc sur IESF, peut-être après, non? Ah non, avant. OK. Je ne sais pas, il marche le micro là? Oui, c'est bon. Oui. Alors, donc, écoutez, moi, je suis Anne Coudrin, je suis membre d'IESF, qui effectivement a créé ce panneau il y a peut-être quelques années. Aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu différent. Et je suis bien sûr très, très, très contente. Hein. Je me suis beaucoup investie effectivement dans le montage de 3 événements. Il y avait la visite de Macondo samedi, qui a été une réussite totale, incroyable. Il y avait, enfin, on affichait complet, quoi. Hein, voilà. Donc, un grand enthousiasme et des gens qui présentaient de Macondo et du public. Et puis aujourd'hui, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, enfin, j'étais aux anges, quoi. Hein, vraiment une très grande richesse. Des échanges et une très grande curiosité de vous, puis ici des réponses vraiment variées et diverses. Donc c'est réussi. Alors pourquoi? Et il y a encore, attention pour ceux qui veulent, qui sont vraiment, là c'est que pour les très courageux, on a une fresque donc à l'Institut d'Agro. Merci Gaël Bozio, voilà, qui a fait partie de l'équipe aussi, et Vanessa Carteron, etc., qui avait proposé ce projet de faire une fresque des low-tech. Donc ça dure pendant 3 heures et ça sera à l'Institut d'Agro ce jeudi après-midi. Enfin bon, vous avez toutes les infos que je suis sûre que déjà. Donc tout ça, ça a vraiment bien fonctionné. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'amont de ça, en lien et en connivence vraiment avec Polytech, on avait lancé ce sujet de low-tech pour cette journée nationale de l'ingénieur. Et dans le fond, moi, je me dis, mais quand j'ai commencé à me documenter, bon, d'accord, il y a la Bretagne, ils ont des voiliers, ils cherchent l'autonomie, il y a ceci, Grenoble a été cité, bon, mais ici, il y a quoi? J'ai fouillé, et j'ai pas trouvé grand-chose. Hein, voilà, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc moi, je me suis dit, ah bah oui, on va faire ces 3 événements low-tech ici, et ça va donner à voir, à minima, je dirais, au niveau national, qu'ici aussi, on existe. Et donc, sur le chemin, j'ai retrouvé ces 5 collègues, bon, à part la parité, bon, voilà, moyen, mais enfin, j'étais vraiment derrière tout le temps, partout. Mais vraiment, je crois que là, il y a une bascule. Montpellier, l'Occitanie, Aix-Languedoc-Roussillon va être connue et reconnue. Et c'est déjà le cas, hein, puisque moi, dans ma préparation, j'ai eu beaucoup d'échanges et avec la Bretagne, avec Bordeaux, avec vraiment toute la communauté low-tech qui est très soudée. Et donc, je crois que ça y est, on a réussi. Alors, j'avais juste dit que je ferai une ouverture. Dans vos débats, vous avez parlé philosophie, changement d'il y a plusieurs siècles, etc. S'il y a quelque chose qu'on peut proposer, c'est la lecture donc de Descola, un collège de France, blablabla, et un peu de BD quand même pour arriver à le digérer. Donc ça s'appelle Les mondes du futur, je ne sais pas quoi, et celui qui fait les BD, c'est Alessandro Pignocchi, et ça a été publié, je ne sais plus, en décembre peut-être. Hein, voilà. Bon, mais c'est vraiment très lisible, et vous pouvez m'interroger dessus si vous voulez, pendant le verre qu'on va partager ensemble et avec plaisir.
Merci. Merci à tous pour la richesse des échanges qu'on a eus ensemble. Et maintenant, bienvenue à la partie, l'apéritif à partager. Voilà. Ouais, merci.